Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, cher Geoffroy. Philippe de Villiers, vous savez que nous avons les informateurs bien informés. Et nos informateurs bien informés sont des gens à la pointe de la science et même de l'intelligence artificielle. Vous savez, cette semaine, Philippe, il y a une mode sur les réseaux sociaux via l'intelligence artificielle, c'est de créer des figurines. Ces figurines, elles sont générées par l'IA et elles présentent une personnalité avec des accessoires qui le symbolisent. Et sachez que il y a un compte sur Instagram qui s'appelle la CNewserie. Regardez, ils ont fait le starter pack. Votre figurine, Philippe de Villiers. Et alors, avec des objets très symboliques, vous avez le drapeau français, le Puy du Fou et Mémoricide. Vous avez votre figurine, Philippe de Villiers. Alors, Elliot, oui. Je veux dire quelque chose. Dites-moi tout. Vous avez tort de faire le mariole. Pourquoi? Le mariole? Parce que moi, je suis en contact direct avec Elon Musk. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, balance. Ben en régie? Qu'est-ce qu'il doit... vous mettez la main sur les conducteurs. Je vous annonce une chose, c'est que... Quel tricheur. J'ai appelé la Fédération nationale de la pâtisserie française pour la prochaine galette des rois, en janvier prochain, oui. Il y a une fève Elliot Deval. Ah non, moi je veux... Non, mais... C'est parce que maintenant, c'est des fèves laïques, donc autant y aller. Non, mais attendez. C'est mieux que Mbappé. Je voudrais qu'on remette la figurine, parce que moi, ça ne nous intéresse pas. Ouais. C'est la figurine de Philippe de Villiers, qui est magnifique. Il manque juste peut-être un voilier avec le Vendée Globe. Il manque le Vendée Globe et la promenade, oui. Oui. Ah, Benjamin me dit dans l'oreillette, vous lui devez quelque chose. Pour avoir envoyé cette photo et avoir mis la main dans le conducteur. Bon, voilà pour la petite blague du soir. Et si vous voulez cette figurine, vous envoyez un message privé à Philippe de Villiers qui reçoit. Vous recevez tous les vendredis, vous avez vu le nombre de lettres? Là, c'est... Ah oui, c'est affolant, hein. Des dizaines et des dizaines de lettres. La prochaine fois, on mettra la photo. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je ne serai pas là... la semaine prochaine. Vendredi. Oui, la semaine prochaine. Parce que le vendredi saint, suivant l'exemple illustre de celui qui a sauvé le monde, je disparais. Et vous revenez dans 2 semaines quand même. Oui. En cas de résurrection. Je crois. Non, mais rien, mais il a filé la métaphore christique, on ne peut plus rien faire derrière. Là, on ne peut plus rien dire. À part tenter de marcher sur l'eau, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Dans l'actualité cette semaine, Philippe de Villiers, on a un programme, et je le dis aux téléspectateurs, restez avec nous parce qu'on a une actualité absolument passionnante. On a vécu une scène surréaliste à l'Assemblée nationale. Des journalistes du média Frontières ont été mis en difficulté, une sorte de coup de pression, par des députés socialistes, communistes, LFI, contraints d'être exfiltrés, ces journalistes Frontières, en cause leur dossier sur LFI, LFI, le parti de l'étranger. Et avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on voit une courte séquence où vous avez une journaliste qui va être malmenée par une députée socialiste qui s'appelle Claudia Rouault. Elle va prendre des coups de coude, carrément. Geoffroy Lejeune. Alors vous connaissez bien l'Assemblée nationale, Philippe, vous y avez été longtemps élu. Est-ce que d'expérience, vous avez déjà vécu ce genre de scène? Non, jamais. Un jour, Jean de Lipkowski m'a raconté, c'était un homme délicieux, très cultivé, il m'a raconté qu'il avait été choisi par Gaston Defferre et René Ribière, ça vous dit rien parce que c'est trop vieux pour vous, 1967, pour arbitrer un duel. Bien sûr. Un vrai duel. Ils se sont battus jusqu'au sang, enfin. Et c'est lui qui a arrêté le duel, parce que Ribière a été 2 fois blessé par Defferre. Tout ça parce que Ribière avait insulté Defferre, qui lui avait répondu « espèce d'abruti ».
Voilà. Et donc, à l'époque, ils sont allés du côté de Neuilly, dans un champ, et ils se sont battus en duel. Voilà. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est très intéressant à observer. D'abord, je voudrais dire que moi, je suis un lecteur assidu de Frontières. C'est remarquable. C'est vraiment toute cette nouvelle génération pour laquelle moi, je suis venu ici, à CNews. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire... c'est extraordinaire ce que fait tout le groupe. Parce que vous avez tous ces jeunes journaux, tous ces jeunes magazines, tous ces nouveaux talents, Causeur, L'Incorrect, etc. Ils sont tous là. Éric Tegner, c'est un garçon qui intervient, un journaliste qui intervient sur CNews, toujours brillant, toujours précis, incisif, habité. Et donc, j'étais outré, j'étais scandalisé de voir la scène que nous avons vue. Et en fait, si on prend un tout petit peu de hauteur, il y a 2 leçons de se précipiter caillebotter, comme disent les chimistes. La première leçon, c'est que le narratif officiel, sur l'ensemble des médias, est exactement inverse de ce qui s'est passé. Puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup de pression sur une jeune journaliste qui s'appelle Louise Maurice, héroïne. Et elle ne s'est pas laissée faire, mais quand même. Donc un coup de pression. Et aujourd'hui, de quoi on parle? La provocation des journalistes de Frontières. Ah bon? C'est eux qui sont à l'origine de ce pourquoi ils ont été victimes. Donc c'est la fameuse inversion victimaire. Et puis, il y a aussi une autre leçon sous-jacente. C'est la reconstitution du Front républicain. Parce que vous avez vu l'ensemble des groupes politiques qui a condamné, en fait, et le coup de pression et la provocation. En d'autres termes, Madame Braun-Pivet a expliqué « Oh là là, on va revoir les accréditations ». Et alors ce matin, j'ai ri en voyant Romain Desarbes qui charcutait de manière très courtoise Éric Coquerel. Et en fait, ce que disait Éric Coquerel, en gros, c'est extraordinaire, on se croit en Union soviétique. Il dit « Ouais, ok, d'accord, il y a des journalistes militants, il y a des militants journalistes. » Et c'est pas pareil. Ils ont tous la carte de presse, donc c'est pas là-dessus qu'on peut juger. Alors, les journalistes militants, ils sont à gauche, et les militants journalistes, ils sont à droite. On a le droit d'être journaliste militant, parce qu'on est à gauche, mais on n'a pas le droit d'être militant journaliste, parce qu'on est à droite. Et donc, il faut changer les accréditations, et ce qu'ils sont en train de préparer, c'est le coup de C8. Arcom sort de ce corps. Vous souhaitez revenir sur une déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui est passée inaperçue. Et ça fait, depuis qu'il a tenu ses propos, qu'on souhaitait en parler dans cette émission. Mais à chaque fois, on repoussait l'échéance. Elle date d'il y a un mois, lors d'un colloque, tiens, à l'Assemblée nationale. Et voilà Jean-Luc Mélenchon qui a exprimé sa vision de la France et de l'évolution de la France. Jean-Luc Mélenchon. Là est en train de se constituer une alliance africaine, tout le continent africain pour l'espace. Là, à Pâques prochain, ici, on a appris ça ce midi en discutant, d'accord? Ça veut dire que l'idée, elle n'était pas si mauvaise que ça. Et que bien sûr, il faut qu'il y ait des Français qui soient là, qui conseillent, qui aident, qui soient à disposition. Et puis, figurez-vous que maintenant, on est un peuple de petits vieux. Alors, ça ne peut pas durer comme ça. Ça n'existe pas une nation où la majorité de la population a mon âge. Ça, c'est pas possible. Donc, on a besoin de l'énergie du monde. Et tout ce qui nous permet de nous mettre en contact avec la jeunesse, puis remettre les clés de la maison partout où on peut, à commencer par notre propre pays, c'est bon et positif. Il y a là des millions d'esprits disponibles pour bien faire, agir, trouver, inventer des choses. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous avez été l'un des premiers à parler de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise comme d'une 5e colonne. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ?
Alors la stratégie, elle est tout entière dans ce passage de son discours où il dit « La France est un pays de petits vieux, il faut que vous, les Africains, vous veniez remplacer les petits vieux. » Vous avez vu, il le dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière, il y a une doctrine. Le parti de l'étranger. C'est vraiment ça, le parti de l'étranger. Le parti de l'étranger, c'est un parti qui appelle au populicide français. C'est Pierre Juillet a écrit devant moi cette phrase extraordinaire que je ressasse. Le voilà, à nouveau le parti de l'étranger, avec sa voix paisible et rassurante. Ne l'écoutez pas, car c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Le parti de l'étranger. Et ce parti de l'étranger, il est établi sur ce que j'appelais tout à l'heure l'inversion victimaire. C'est-à-dire, l'inversion victimaire, ça veut dire que le premier des crimes, le crime des crimes, c'est le colonialisme. Israël est un État colonial, la France est un État post-colonial. Donc l'urgence pour Mélenchon, c'est de décoloniser pour recoloniser. Derrière cette doctrine, il y a une stratégie. Et je réponds directement à votre question. En fait, Jean-Luc Mélenchon promène dans l'air du temps, avec un génie qui lui est propre, deux projections imaginaires qu'il essaye tour à tour. La première, c'est la créolisation des urnes. Ça peut marcher, c'est une question de nombre. Donc il suffit de patienter pour lui. Le nombre, le nombre, le nombre. Et puis la deuxième projection, c'est l'apocalypse insurrectionnelle. Si on n'a pas les urnes, on aura la rue pour changer de régime. Derrière cette stratégie, il y a une ligne de fuite. C'est la nouvelle France. En fait, Mélenchon ne veut pas changer la France. Non, il veut changer de France. C'est pas pareil, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire la créolisation de la France, ça veut dire un pays neuf, avec un nouveau peuplement, et la coexistence expérimentale de l'islamisme ancestral et le wokisme radical, c'est-à-dire la femme grillagée et l'homme enceint. En fait, Mélenchon, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Révolution, ce qui est mon cas, enfin, je crois la connaître, en tout cas, je connais bien Robespierre. Je connais nos bourreaux, si vous voulez, voilà, soyons modestes. Parmi les bourreaux, il y a Carrier, vous savez, qui est les noyades de Nantes. Donc nous, on connaît les Vendéens. Aragon disait ce fleuve révolutionnaire, la Loire. Bon. Et en fait, il y a deux phrases de Carrier qui lui vont bien, à mon avis, qui sont sa devise secrète. Robespierre en Keffier, Carrier en Keffier. La première, c'est par principe d'humanité que je purge la terre de la liberté de ses hommes. Et la deuxième, c'est plutôt mourir que de ne pas régénérer la France à notre manière. Et donc en réalité, l'idée de Mélenchon tient dans un mot, la régénération. La régénération de Mélenchon, c'est changer de France, faire entrer un peuple neuf. Il dit, il a un mot pour ça, un peuple d'humanité, un peuple monde. Mais, donc nous sommes face à une menace redoutable qui touche au pronostic vital de la France. Si Mélenchon continue, si le nombre continue, si on continue à faire rentrer chaque année cette migration invasive qui nous submerge, il suffit de voir la rupture du jeûne dans les stades récemment pour comprendre que les années qui viennent seront des années difficiles. Ce sont les années de la survie, les amis. Et vous parlez du pronostic vital de la France qui est engagé dans Mémoricide, et on l'avait abordé ensemble. Autre thématique à présent, Philippe de Villiers, on va parler de la proposition de loi sur l'aide active à mourir qui est à l'Assemblée. Et de nombreuses voix se sont élevées pour alerter sur ce qu'ils considèrent des dérives, des incohérences, des dangers d'un tel projet. Des spécialistes alertent pour défendre la vie et les soins palliatifs. Prudence jusqu'à la
porte-parole du gouvernement. Mais je vais vous faire écouter Philippe Juvin. Il est chef de service des urgences à Pompidou, mais il est également député Les Républicains. Et c'est avec cette double casquette qu'il a témoigné au micro d'Europe 1 cette semaine. Écoutez. J'ai 2-3 principes. Le premier, c'est que quand j'entre dans une chambre en blouse blanche, je ne veux pas que le patient ait à se poser la question de pourquoi je viens. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai rencontré, moi, des gens qui m'ont demandé de mourir parmi mes patients durant ma carrière. Et ce que j'ai observé, c'est quand on arrivait à donner une réponse à leur demande d'aide, parce qu'en réalité, il y a toujours une demande derrière, eh bien, en fait, la demande de mort disparaît. C'est quoi les demandes? C'est évidemment la souffrance physique, c'est l'isolement social. Les gens qui sont tout seuls, quand vous commencez à leur dire « vous comptez pour moi », vous leur tenez la main, eh bien, les demandes de mort disparaissent. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, vous avez à plusieurs reprises, depuis qu'on a commencé à en parler, alerté sur un changement de législation à propos de la fin de vie. Aujourd'hui, le mot euthanasie n'est pas présent dans la discussion, mais les parlementaires sont en train de parler de ça aujourd'hui à l'Assemblée nationale, demain au Sénat. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire alors qu'ils s'intéressent à un sujet qui est fondamental pour notre civilisation? D'abord, je voudrais, avant de vous répondre, saluer le courage et le brio, le panache du professeur Philippe Juvin. J'ai eu la chance, le privilège de pouvoir écouter toute son intervention à la commission des lois, dans une atmosphère qui était spéciale. C'était lourd. Il y avait un côté mortifère, morbide. Et lui, il est allé tout droit, avec son expérience de grand médecin. Et je me suis dit, cet homme sauve l'honneur. Mais vous ne m'empêcherez pas de dire quelque chose de personnel. Cette semaine, j'ai été bouleversé, accablé. Quand j'ai vu la prise de position de Bruno Retailleau. Bruno, on a travaillé ensemble pendant 3 décennies. Je sais ce qu'il pense. Il a accueilli avec moi le professeur Lejeune au Puy du Fou. C'est un fan de Grignon de Montfort, un catholique fervent, qui ne compose pas avec ses convictions. Et là, il a fait une conférence de presse hier, et quelqu'un lui pose la question, un journaliste du boulevard Voltaire, je crois, lui pose la question, projet Bayrou, et il dit je salue le courage de François Bayrou. Bon, j'ai pas vu la suite, mais ça m'a suffi, j'ai coupé. Je salue le courage de François Bayrou. Vous vous rendez compte? Le courage de François Bayrou, ça consiste, c'est la méthode démocrate chrétienne, à faire une loi qui soigne et en même temps une loi qui tue. Moi, je dis aux soignants, attention les mecs, il ne faudra pas se tromper de seringue. Hein. Et les 2 lois vont être collées. On va être votés ensemble, l'une après l'autre. Voilà. Or, alors je vais, en pesant mes mots, dire de quoi il s'agit, pour que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent aient conscience de la rupture anthropologique ou même de l'inversion anthropologique que nous sommes en train de vivre. Le serment d'Hippocrate a 25 siècles. Tu ne tueras pas. C'est le message donné à n'importe quel infirmier, à n'importe quel soignant. Tu ne tueras pas. Donc il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas d'accommodement possible. Sinon, c'est la fin du monde. En tout cas, du monde civilisé. Alors, rupture anthropologique, pourquoi? Parce que, comme le dit très bien Philippe Juvin, ce n'est pas à la médecine d'administrer la mort. Et ce n'est pas non plus au pouvoir politique d'un instant de changer, d'inverser les repères moraux de la société. La main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Parce que comme le dit très bien Philippe Juvin, il dit quand j'entre, moi médecin, en blouse blanche dans la chambre d'un malade, je ne veux pas croiser dans son regard un soupçon sur ce que je viens faire. Je viens le soigner ou le tuer?
Donc c'est une rupture anthropologique. Le serment d'Hippocrate aura duré 25 siècles. C'est fini, avec Bayrou. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, c'est une manipulation des consciences. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on explique, non, mais ce sera des cas très particuliers. On nous refait le coup de l'avortement avec la loi Veil. On a vu où ça nous amenait. En d'autres termes, dans un premier temps, on dit « Oh là là, c'est très corseté, il y a une voie très étroite, avec des conditions draconiennes. » Et puis les conditions, elles sautent les unes après les autres. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie. C'est-à-dire qu'on finit par éliminer la personne qui a un petit truc en plus. Par exemple, Pays-Bas, Belgique, Canada, les mineurs, les enfants. Les trisomiques, évidemment. On en a parlé il y a peu de temps. En fait, on est devant un bouleversement de civilisation. Pourquoi ? Parce qu'on va créer une société de suspicion, la société du remords, la société du doute. Tous les voisinages vont être grignotés par le doute, gangrénés par le doute. Et je vous explique pourquoi. D'abord, le doute entre le soigné et le soignant. La relation de soins, comme l'a dit Mme Fourcade, est une alliance asymétrique. Pourquoi elle est asymétrique ? Parce que le soigné est en position d'appeler le soignant sans trop savoir ce que va faire le soignant. Et cette relation asymétrique, cette relation de confiance, elle repose sur une relation de confiance ineffable. Ineffable. Si jamais il y a le moindre soupçon, la relation de confiance n'existe plus. Et donc le jour où ce projet va passer, le regard qu'on va tous porter sur les médecins sera différent. On aura peur. On se méfiera. Et les médecins entre eux se méfieront les uns des autres parce qu'ils sauront, tu vois, on sait très bien, la seringue que tu as utilisée, c'est pas le calmant, ne fais pas croire ça, etc. C'est épouvantable. Le doute, la suspicion partout. Deuxièmement, je connais, moi, y compris dans cette maison, des amis qui m'ont fait des confidences, pas plus tard qu'hier, et qui m'ont dit « j'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, je m'en remets pas ». Parce que là, on aura la possibilité de tuer ses proches. Et il faut imaginer ce que peut être l'esprit, la mentalité d'un proche qui a tué son père ou sa mère. On va tous se méfier les uns des autres. C'est une société invivable qu'on est en train de fabriquer avec cette loi. Et enfin, et c'est pas négligeable ce que je vais dire, les EHPAD. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lui aussi, il a sauvé l'honneur en disant « J'ai fait une étude sur les pays qui ont légalisé l'euthanasie. L'assurance maladie pour le grand âge, c'est 6 milliards d'euros. Et là, grâce à l'euthanasie, on va faire une économie d'1,5 milliard. Donc, vous imaginez la tentation, qui est d'ailleurs derrière ce projet de la Macronie. C'est de régler le problème des vieux. C'est de réguler, ils disent, de réguler les EHPAD. Donc vous imaginez quand vous allez conduire votre parent ou quand vous allez visiter votre parent dans un EHPAD, l'atmosphère, les directeurs d'EHPAD, est-ce qu'on va encore en trouver? Parce qu'on va les pointer du doigt en disant « toi, t'as tué mon père, t'as tué ma mère ». Et ben voilà, parce qu'on ne peut plus faire face puisqu'il n'y a plus d'enfants. Et qu'on ne peut plus payer la sécurité sociale parce qu'il n'y a plus d'enfants, donc ben, il faut éliminer les vieux. Voilà, ils sont en surnombre, les surnuméraires, on les appellera. Mais je vais plus loin. À tout cela, on ajoute une filouterie sémantique. Et ça, je ne pardonne pas à Emmanuel Macron. Il ose parler d'une loi de fraternité. C'est un oxymore, loi de fraternité. Et il ose nous dire que la mort, finalement, est le prolongement du soin. Non, la mort n'est pas le prolongement du soin. Tous les médecins vous le diront, la mort n'est pas le prolongement du soin.
Et donc cette filouterie sémantique, pourquoi, Eliot, je crois, pourquoi? Je me suis posé cette question et j'ai la réponse. Elle est terrible, la réponse. Mais je ne peux pas la contourner. Ils ne veulent pas parler d'euthanasie. Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière ce projet savent que le mot euthanasie nous amène très vite au mot eugénisme. Et que finalement, ce qu'ils sont en train de faire, ça a déjà été fait par une loi le 14 juillet 1933. Pas en France, en Allemagne. J'ai très bien connu le cardinal Ratzinger. Un jour, il m'a dit, vous savez, soyez ferme sur l'euthanasie. Parce que moi, j'ai vécu ça après la loi de 1933. C'est pour ça que j'en parle. Il dit, j'avais un neveu trisomique. Un jour, il est parti. On l'a emmené à l'hôpital. Il n'est jamais revenu. La sélection eugéniste qui se prépare, je pèse mes mots, elle va nous entraîner sur les chemins de la dérive, du vieillard parfait et de l'enfant parfait. On a l'avortement constitutionnel, maintenant on a l'euthanasie, et donc nous allons entrer dans une société de l'invivable. Je dis aux parlementaires, ceux qui m'auront écouté, ne faites pas ça, de grâce. Vous allez tuer la civilisation. Et c'était un sujet que vous souhaitiez aborder, Philippe de Villiers, ce vendredi, et votre regard sur ce projet de loi. Sachez que dimanche, il y aura un reportage, un documentaire à découvrir sur notre antenne, dimanche 13 avril à 16h, ensemble au cœur des soins palliatifs, à travers un long format. CNews donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour auprès des personnes en fin de vie dans un lieu unique en France, la Maison, centre de soins palliatifs, situé à Gardanne, près de Marseille, à découvrir dimanche sur notre antenne. Messieurs, on se retrouve dans un instant après une courte pause pour la deuxième partie de Face à Philippe de Villiers. Un peu plus de 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, parlons de cette guerre commerciale, vente panique sur les marchés. Depuis une semaine, Donald Trump a décidé des nouveaux droits de douane sur les produits des pays étrangers avant d'offrir un répit de 90 jours, sauf pour la Chine. Et il y a une guerre maintenant entre deux géants, la Chine et les États-Unis. La bourse avait des airs de montagne russe cette semaine. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est un coup de génie ou est-ce que c'est un coup de folie? Est-ce que Donald Trump est devenu fou selon vous, Philippe de Villiers? Non, il n'est pas fou, il est américain. Et on n'est pas habitué, on n'est plus habitué en France à ce qu'un chef d'État défende son pays. Et je vais vous expliquer. En fait, il a compris une chose que nous, on n'a pas compris en Europe. C'est que l'Amérique s'est appuyée sur une théorie économique depuis 1817 qui lui a bien profité, c'est la théorie de Ricardo, qui repose sur deux principes. Un, la spécialisation internationale. Deux, la loi des atouts respectifs. Sauf que depuis la chute du mur de Berlin et la mondialisation heureuse, quand on a abattu toutes les frontières, tous les droits de douane, on s'est trouvé en concurrence avec des pays comme la Chine, dont le coût de manœuvre est sans rapport avec le nôtre. Et du coup, tout l'Occident s'est vidé de ses forces vives. L'agriculture, l'industrie. Et à l'époque, j'entendais les hommes politiques français qui me disaient, tous, je ne veux pas citer les noms parce qu'ils sont encore vivants, ils me disaient, mais t'inquiète pas Philippe, on va perdre l'agriculture, on va perdre l'industrie, mais on va se rattraper dans les services parce que c'est pas demain la veille que les Chinois et les Indiens vont former des ingénieurs et des informaticiens. Voilà. Et aujourd'hui, on importe les semi-conducteurs. Voilà, on y est. On est un protectorat numérique de l'Amérique et un protectorat technologique de la Chine. Et donc en fait, Trump, il a fait deux constats. Vous allez voir que c'est pas fou. Premier constat, on ne va pas continuer longtemps avec le dollar, parce que jusqu'à présent, en fait, l'Amérique se finançait grâce à la suzeraineté mondiale du dollar et l'extraterritorialité juridique qui va avec. Sauf que on va vers ce que les économistes appellent maintenant la dédollarisation du monde, avec les BRICS.
Donc c'est fini le temps où l'Amérique pouvait financer 6% du PIB, son déficit, avec le dollar. C'est fini. Devant nous, c'est fini. Donc c'est une bonne anticipation pour lui, de son point de vue. Et deuxièmement, il constate la désindustrialisation. Il faut lire. Alexandre Devecchio faisait une chronique là-dessus, comme toujours remarquable. Il faut lire le livre de Vance, qui dit tout sur la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Et donc, la désindustrialisation de l'Amérique, elle est insupportable pour Trump. C'est grâce à ça qu'il a été élu. Il veut, en fait, refaire une économie de production. Et pour refaire une économie de production, il veut évidemment retrouver un protectionnisme de bonne aloi, selon lui. Alors bon, après il y a le tempérament de Trump. Mais sur le fond, son idée, c'est de passer du mondialisme absolu, sans aucune frontière, avec les chaînes de valeur globale où on ne possède plus rien, et on devient des consommateurs à un pays de producteurs. Voilà, un pays de producteurs, l'Amérique, qui était devenu un pays de consommateurs, la nouvelle Amérique, qui va redevenir, qui a vocation, selon Trump, à redevenir un pays de producteurs. Voilà. Alors, ce que je vous dis là, vous l'entendrez nulle part, hein, parce qu'en France, c'est marrant, parce que la gauche est devenue libérale. C'est extraordinaire. Elle est libérale-libertaire. C'est les plus libéraux, ils sont tous libre-échangistes. Alors, ce qui est là aussi, libre-échangiste au sens économique. J'ai compris. Peut-être pas que là, d'ailleurs. Ce qui est fascinant également, Philippe de Villiers, c'est que ce que vous êtes en train de dire, le 11 avril 2025, en 1994, vous émettiez les mêmes alertes sur le libre-échangisme, sur la mondialisation, sur la concurrence déloyale en quelque sorte avec ce mondialisme à outrance et la difficulté que l'Europe aura face à la Chine. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez dit. 94, parlez des gens de gauche, vous êtes face à un certain Kouchner, monsieur Kouchner, pour un débat, et écoutez attentivement ce que vous dites, c'était en 1994. Juin 1994, et vous prenez les mêmes exemples 30 ans plus tard. Parlons de la France. Comment la France pourrait-elle retrouver les moyens de se défendre et de rétablir sa prospérité, Philippe de Villiers ? J'étais content et ému de revoir cette séquence parce que je rends hommage à Jimmy Goldsmith, qui est hélas disparu, qui était un homme extraordinaire, qui me manque. Il m'avait dit un jour, en allant à Strasbourg, vous verrez Philippe, dans 30 ans, tout le monde nous donnera raison. Avec les larmes aux yeux. On est en 1994, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est fou. Il y a 30 ans. 31 ans. Incroyable. Et hier, en zappant, je suis tombé sur un économiste qui a dit « Incroyable ce qui s'est passé à Bruxelles cette semaine. Il y a un mot qui est réapparu et qui a été partagé par toute une tablée d'experts et de commissionnaires. Union douanière. Union douanière. » Donc c'est incroyable quand même, ce grand détour pour chasser les erreurs et retrouver l'idée d'une union douanière qu'ils ne feront jamais, évidemment, parce qu'ils sont profondément libre-échangistes, mondialistes. C'est trop tard pour eux idéologiquement. Il faudra changer de génération. Mais je vous réponds sur la France. En fait, la France, elle a fait 2 erreurs majeures. Il faut revenir sur ces 2 erreurs si on veut sauver la France économiquement. Première erreur, la France a transféré sa souveraineté douanière à l'institution européenne. C'est-à-dire le pouvoir de négocier les accords commerciaux. On voit avec le Mercosur ce que ça donne. Le pouvoir de définir quels sont les secteurs à protéger. Le pouvoir de définir toute la politique extérieure d'un ensemble qui n'est plus protégé, qui n'est plus un marché commun. Parce que du temps du marché commun, avant 1994, le traité de Marrakech, ce dont je parle dans cette archive, il y avait un marché commun. Donc on protégeait notre miel, on protégeait la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie contre la lotte polyphosphatée de Chine,
on protégeait notre poulet contre le poulet au chlore américain, etc. Mais maintenant, c'est fini. Puisque c'est la zone du monde la moins protégée, la zone européenne. Donc, d'avoir nous-mêmes, nous, la France, transféré par les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Lisbonne, d'avoir transféré notre souveraineté douanière, ça veut dire qu'en fait, on est logé à la même enseigne que nos voisins les Allemands. Or, c'est eux qui commandent. Et ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous. Eux, c'est l'automobile, c'est la chimie, la machine-outil, etc. Nous, c'est la viticulture, le luxe, etc. Bon. Un pays, il a des intérêts vitaux. Si le pays ne protège pas ses intérêts vitaux, personne ne le fera à sa place. Et ce n'est pas Mme van der Leyen qui va protéger les intérêts vitaux de la France. Deuxième erreur. La première, elle est quand même costaud. Hein. La deuxième erreur, elle est pire. C'est le changement de paradigme. Je parle comme les économistes à l'instant pour montrer, vous savez, je ne suis pas de votre corporation, mais j'aurais pu. Maintenant, c'est trop tard, je ne vais pas me reconvertir, mais quand même. Bon. Alors, en fait, qu'est-ce qu'ils disent les économistes entre eux? Mais ils n'osent pas trop le dire. S'il n'y a que des gens comme François Langlais qui sont intelligents qui disent ça, mais les autres ne le disent pas. En fait, on est passé d'un pays où il y avait le primat de la production à un pays dans lequel il y a le primat de la consommation comme moteur de la croissance. Et du coup, c'est un pays dans lequel le primat de la sphère privée, créatrice de richesse, a laissé la place à un pays dont le primat est la sphère publique. Ce qu'on appelle en économie la dépense improductive. Et du coup, il y a toute une doxa derrière. La nation n'est plus, j'ai entendu ça 10 fois, 100 fois, 1000 fois, n'est plus un espace économique pertinent. Ah bon? Pour tous les autres, c'est le cas, pas pour nous. Pas de préférence, surtout pas de préférence nationale ou européenne. Le marché mondial va se substituer aux marchés locaux. On ira produire là où c'est le moins cher et on viendra vendre là où il y a du pouvoir d'achat. Ça ne dure qu'un temps. C'est un système enfantin, puéril de faire ça. Et puis derrière, les conséquences, c'est simple, c'est la désertification, la désindustrialisation, la métropolisation, c'est-à-dire les services. Et derrière, il faut importer ce qu'on consomme, puisqu'on ne produit plus. L'importation forme un binôme à succès avec la grande distribution. Donc on ravage nos centres-bourgs, nos centres-villes. La France est devenue la grande surface des grandes surfaces dans le monde. Et finalement, on a nos yeux pour pleurer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, rapatrier la souveraineté douanière. La France doit défendre elle-même ses intérêts. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est si vrai que même Macron s'en aperçoit, puisqu'il parle, en fait, il n'a pas le pouvoir, il parle de ça. C'est dommage qu'il n'ait pas le pouvoir. Il doit le regretter, je pense. Je lui fais une suggestion, allez, reprends le pouvoir, bonhomme. Et puis, deuxièmement, redevenir un pays de producteurs. C'est-à-dire faire ce que fait Trump, ce que veut faire Trump. Nous aussi, on a notre Rust Belt, la ceinture de la rouille. C'est-à-dire, en fait, retrouver une classe moyenne, la rassurer et redonner à la France rurale sa chance avec une économie artisanale, une économie agricole et des centres-bourgs vivants. C'est-à-dire, en fait, retrouver une économie de production. Le débat, je crois qu'il dure 1 heure avec Bernard Kouchner. 94, régulièrement, on ira tirer quelques archives pour voir qui avait tort et qui avait raison. Parlons des relations entre la France et l'Algérie à présent. Philippe de Villiers, rapidement, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu sur place, Jean-Noël Barrot, le week-end dernier. Il est reparti sans Boualem, sans Sall, mais assurant vouloir renouer un lien stable avec la diplomatie algérienne et le régime algérien. Xavier Driancourt a dit « Les Algériens sont en train de l'emporter. Pas un mot sur les OQTF, visa ou laissez-passer consulaires. Ces mots écorchent notre bouche. On parle désormais, entre guillemets, de mobilité. » Je voudrais qu'on réécoute François Bayrou. C'était pas il y a 3 ans. C'était fin février, où il promettait une réponse et de revoir, de dénoncer les traités si le régime algérien ne respectait pas ses engagements. François Bayrou. La France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant 1 mois, 6 semaines, pour que nous puissions les réexaminer.
un mois, 6 semaines, c'était fin février, le 26 février. On est désormais quasiment mi-avril. Emmanuel Macron se dit confiant dans l'espérance de retrouver Boualem Sansal libre. Mais Philippe, du coup, que peut-on attendre de la nouvelle donne avec le pouvoir algérien dont nous a parlé le Quai d'Orsay? Il y a un truc qui manque en France, c'est le droit de suite pour les journalistes. Alors je vais le faire là, devant vous. Donc le 5 mars, nous étions ensemble, là, 2 jours après. On a bien entendu 1 mois, 6 semaines. Bon, allez, 6 semaines. 6 semaines, donc c'est dans quelques jours. Et donc là, première phase, suivez-moi bien. Vous allez voir, c'est très, très court, très simple. Les représailles massives. Si, dans 6 semaines, vous n'avez pas repris les indésirables, l'accord de 68 sera dénoncé. Puis on est passé à la riposte graduée. Vous savez, c'est la doctrine McNamara aux États-Unis, après la baie des cochons, enfin la crise des fusées, où on passe du missile stratégique à la menace du missile tactique. Vous voyez, on envoie les Césars, bon, les canons César. C'est pas pareil quand même. Et alors la riposte graduée, premier élément de la riposte graduée, on a eu le ministre des Affaires étrangères qui rejoint le président du comité de soutien à l'élection du président Tebboune, c'est-à-dire le recteur de la Grande Mosquée de Paris, pour la rupture du jeûne, cérémonie religieuse à la Mosquée de Paris. Et puis ensuite, il part en Algérie. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire. C'est ce que dit très bien l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. On va finir par obtenir la libération de Boualem, mais contre tout. Contre quoi? Contre 250 000 visas par an. Ça, c'est déjà acté par Barrot, là-bas, à Alger. On ne remet pas en cause l'accord de 68, on ne remet pas en cause les passeports diplomatiques, et on ne remet pas en cause l'accord européen qui est en cours de négociation. Donc, en fait, représailles massives, riposte graduée, riposte coucouche-panier. Philippe de Villiers, vous souhaitez pour votre apologue nous parler d'un homme, M. Bossuet, qui est mort. Vous m'aviez confié que vous aviez été marqué par la qualité de sa langue et qu'il est pour vous le plus grand orateur français de tous les temps. Alors nous attendons la prosopopée de Bossuet. Alors, de son vivant, on l'a appelé très vite l'aigle de Meaux. De l'aigle, il avait l'aisance. Son portrait en pied, réalisé par Hyacinthe Rigaud, est saisissant de puissance et d'autorité. Peut-être l'a-t-on appelé ainsi parce que, pareil au tournoiement de l'aigle qui gagne en altitude en prenant appui sur les courants ascendants, son éloquence entraînait les mots dans un sillon d'altitude infinie. En fait, il a porté la littérature française et la langue française à un degré de perfection inégalé. Dans son discours de réception à l'Académie française, il a eu 2 mots. Il a formulé 2 mots pour caractériser les lois de la langue française. Il a dit ceci: il faut qu'elle ait la hardiesse qui convient à la liberté. Et il faut aussi qu'elle soit débarrassée, affranchie des entraves qui éteignent le feu de l'esprit. En fait, son œuvre est immense. Et dans son œuvre, il y a évidemment les oraisons funèbres qui sont arrivées jusqu'à nous et qui sont réputées comme des chefs-d'œuvre d'éloquence sans modèle depuis l'Antiquité. Au milieu de chacune d'entre elles, Bossuet fait sentir avec ampleur et musicalité le néant des grandeurs humaines.
ici-bas. Celle qui m'a le plus marqué, c'est celle qu'il a prononcée, l'oraison funèbre qu'il a prononcée pour Henriette Marie de France, le 16 novembre 1669, dans l'église de Chaillot, sauf erreur de ma part. Et il a dit un mot sur le pouvoir. Il a défini le pouvoir du chef d'État. Et ce mot, il est venu jusqu'à nous, il n'a pas pris une ride en fait. Je le cite. Celui qui est dans les cieux et de qui relèvent tous les empires, a donné à tous les princes ici-bas de terribles et grandes leçons. Car en leur prêtant sa puissance, il leur a commandé d'en user comme il fait lui-même pour le bien du monde. Et en leur retirant parfois, il a voulu leur faire comprendre que toute leur majesté était empruntée. Et puis il y a une deuxième oraison funèbre que tout le monde connaît, sans savoir à quoi elle correspond. Il y a une petite jeune fille qui est une splendeur, qui est une fleur de vie. On n'imagine pas un instant qu'elle puisse être fauchée. Elle a 26 ans. À la cour, on dit, elle est née pour plaire. Tout le monde en est amoureux. Bossuet monte en chair dans la basilique Saint-Denis. Il s'arrache aux ombres des gisants qui dictent les mots par leur omniprésence. La France qui est là chavire. Et on entend cette voix qui vient du fond de l'âge d'un vieux pays recru d'épreuves. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, quand parvient tout à coup, comme l'éclat du tonnerre, cette étonnante nouvelle. Madame se meurt. Madame est morte. Oui, je vois bien que le soleil et la mort se regardent fixement. La mort ne baisse jamais les yeux, vu que c'est elle qui les ferme. Chers amis, nous sommes à la veille des rameaux et de la Semaine Sainte. Un jour, Montaigne a dit « Il n'est pas un seul chagrin dans ma vie que je n'ai soigné avec une bonne lecture. » Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui disent « On vous regarde ». Alors, je leur dis « Quoi de neuf, Bossuet ?» Eh bien, un grand merci, Philippe de Villiers, pour ce cadeau que vous nous avez fait de nous replonger dans le plus grand orateur de l'histoire. On va se quitter sur ces mots. La semaine prochaine, on ne sera pas ensemble, malheureusement. On va dire que c'est une petite mi-temps, comme dans certains sports, pour le match retour dans 2 semaines. Puis on dira à Geoffroy d'accompagner Marie-Madeleine pour pousser la pierre. Bon, merci à tous les deux. On se retrouve bien évidemment dans quelques instants pour la suite de l'antenne avec l'heure des pros. Et un grand merci Philippe de Villiers, puisque ensemble on a pu encore une fois traverser les âges, parler des sujets existentiels qui touchent notre société. Mais il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Hein. Ah là 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 là. On dit rien. En fait. On dit rien. Mais regardez, je montre juste ça parce que... Alors je le dis aux Vous téléspectateurs... savez ce que disait Bossuet? Non, maintenant j'en sais un peu plus grâce à vous. La pire des choses, c'est de souffrir d'un discours rentré. Bon, et je précise encore une fois que Philippe de Villiers vient sans fiche. Et plus les semaines passent, plus j'ai honte de me retrouver avec des feuilles alors que Philippe fait l'apologue de 8 minutes sans rien. Bon,
Je ne montre pas les thèmes, mais regardez tout ce qu'il y avait. Il y a encore tout ça qu'on n'a pas traité. On le traitera peut-être dans 2 semaines, avec peut-être une partie sur le sport. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour l'heure des pros. À tout de suite.